Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous allons parler de bien-être avec nos deux invités. Alban Lessard est accompagnatrice en montagne et accélératrice de bien-être. Elle met tout en œuvre pour que le corps et l'esprit soient des alliés au quotidien. À ses côtés, Magali Ténet est psychologue et sophrologue, entre autres. Gestion du stress, préparation mentale, développement personnel, reconnexion avec soi-même sont des sujets que nous allons aborder pendant 26 minutes. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors on va commencer sur une définition, votre définition du bien-être. Quelle est-elle ? Magali, on commence avec vous, la définition du bien-être. Alors moi je dirais c'est déjà être capable de prendre du temps pour soi et puis de se faire plaisir. Voilà, essayer d'être dans le moment présent et de trouver la ressource qui nous va bien, quelle qu'elle soit. Alors c'est vrai que moi j'utilise pas mal la nature pour accompagner les gens à ça, mais ça peut être d'autres choses. Il y a d'autres moyens possibles. Alban, votre définition du bien-être ? Je suis pris un peu dépourvu, j'avoue, mais c'est parce qu'en fait, je vais dévier. J'aime bien le bien-être, mais ce qui m'agace un petit peu dans cette notion, c'est que c'est un peu mis à toutes les sauces. Donc j'ai ma définition qui est plutôt basée sur le corps. Donc ça peut être aller marcher, mais ça peut être aussi un repas entre amis, voilà, des petits moments vraiment, parce que c'est vraiment des moments dont on a conscience qu'on est bien. Mais après, c'est surtout pour aller vers le mieux-être. Parce que je trouve que c'est ça qui est le plus important, il faut que ça soit durable. Et dans ces cas-là, voilà, il y a un travail. Sur le long terme, voilà, plutôt qu'un instant. C'est vrai que le bien-être, j'aime bien, parce que, mais c'est vrai que des fois, on met un peu trop à toutes les sauces. Parce que c'est vrai qu'on entend parler de bien-être émotionnel, de bien-être physique, de bien-être social. Enfin, c'est vrai que, comme vous dites. Et puis il le faut, de toute façon. Il le faut, bien sûr, mais on l'entend à toutes les sauces. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il existe vraiment différents types de bien-être alors ? Bien sûr. Il en existe quand même. Pour moi, puisqu'on est tous différents, on a tous un bien-être différent, donc c'est à chacun de trouver son bien-être. Sinon, copier-coller, enfin bon, voilà. Ce serait moins sympa. Et ça passe par quoi alors le bien-être ? Donc du sport, une bonne hygiène de vie ou le mieux-être alors ? Si on devrait le différencier, ça passe par quoi Alban, je vais vous laisser. Franchement, on ne peut pas donner une recette puisque ça dépend des gens. Donc c'est vrai que je suis un peu normande sur les bords, donc c'est ni oui ni non. Mais c'est vrai qu'il y a des gens comme moi, par exemple, où je suis très sportive, donc j'ai besoin de ça pour me faire du bien. Et puis, à une époque, j'étais très sur la performance. Maintenant, je le suis beaucoup moins parce que voilà, j'ai trouvé aussi mon équilibre. Mais ça peut être pour des gens, je sais pas moi, l'art. Enfin, oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment à chacun de découvrir vraiment comment il fonctionne pour trouver son bien-être et ensuite. Il n'y a pas une solution miracle pour le bien-être. Enfin, pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Ce serait trop facile. Je dirais qu'il évolue en fonction des périodes de vie aussi. Le bien-être n'est pas forcément le même à 20 ans qu'à 50 ans. Ce qui est important, c'est quand même de s'écouter, d'être à l'écoute de ses besoins et de trouver celui qui nous convient et qui correspond à ce qu'on souhaite là maintenant, quoi. C'est ça. Et donc pour travailler là-dessus, donc plusieurs possibilités bien évidemment. Vous, Alban, c'est les sorties donc en nature, vous le disiez. C'est un levier en tout cas qui vous convient et qui convient aux personnes qui viennent vous voir forcément. Qu'est-ce que ça procure la nature ? Qu'est-ce que ça vous procure en tout cas ? Je pense que c'est mon passé d'ancienne prof de sport. C'est-à-dire que les gens avaient du mal à comprendre, par exemple, qu'à l'école, on ne veut pas faire des basketteurs. Mais c'est avec le basket qu'on va développer certaines capacités. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que la randonnée, on le dit toujours, de toute façon, ce n'est pas l'objectif forcément qui est le plus important, mais c'est plutôt le cheminement. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir de la randonnée, on peut travailler, développer, interpeller et prendre conscience de certaines choses. Et toujours pareil, pour moi, c'est le corps qui est au centre de tout ça. Si on comprend comment on fonctionne au niveau du corps, on progresse aussi. Et donc, du coup, on peut agir. Et ce qui est important pour moi, je pense que c'est que les gens, ils se prennent en main. C'est-à-dire, voilà, je comprends comment je fonctionne et je sais maintenant que je peux intervenir, que je peux faire ci, que je peux faire ça, en avoir conscience de son fonctionnement, quoi. Que recherchent les personnes qui font appel à vous ? Est-ce qu'on sent qu'il y a une demande plus importante par rapport aux problématiques qu'on entend ? On peut parler de la crise Covid, forcément, qui a fait des dégâts. On peut parler des événements internationaux, la guerre en Ukraine. Enfin, voilà, plein d'éléments, plein de facteurs qui viennent. Est-ce qu'il y a plus de demandes pour le bien-être, pour le mieux-être ? Ah oui, c'est... Après les différents confinements qu'on a eus, je vais parler crûment, mais je me suis fait défoncer, entre guillemets, en sylvothérapie, c'est-à-dire que les gens avaient besoin de nature, parce qu'on avait été privés, et ils voulaient aussi comprendre comment ça fonctionnait, et la forêt, c'est un exemple, enfin peut-être l'élément le plus important dans notre vie et sur Terre, donc les gens étaient vraiment demandeurs de ça, et donc après de fonctionnement par rapport à eux, et aussi aujourd'hui, maintenant, donc ça fait 2 ans qu'on est passé par tout ça, cette immersion dans la nature.
nature. C'est-à-dire que j'ai beaucoup développé tout ce qui est trek, bivouac sur l'itinérance parce que justement, se déconnecter et se reconnecter à la nature. Donc vraiment, cette demande était vraiment très très forte. Magali, vous partagez aussi ce besoin d'aide, aussi Oui, de souffrance peut-être? Moi, ça fait 1 an là que j'ai énormément de demandes de séminaires entreprises, notamment pour faire ce type de prestations, où on sent que les dirigeants ont envie que leurs collaborateurs se ressourcent et passent des moments de convivialité. Et à la différence des autres années où je faisais ça très ponctuellement, je pense que j'ai fait 1 à 2 sorties par mois sur toute l'année 2022. Et la demande était vraiment d'offrir un temps de repos, de dépose aux équipes pour se faire du bien. Moi, je travaille plutôt en collectif qu'en individuel sur ce type de prestations. Et de temps en temps, j'amène mes clients, du cabinet, en fait, faire des séances de sophrologie ou d'hypnose pas très loin de chez moi, parce que j'habite à côté de la forêt, quoi. C'est sympa aussi ce côté-là. Et les entreprises qui viennent vous voir, est-ce qu'on est plutôt sur des entreprises, je dirais des startups, des entreprises dirigées par des jeunes qui sont déjà aussi peut-être dans cette optique de vision un petit peu différente, ou est-ce qu'on est sur des chefs d'entreprise qui sont peut-être déjà à l'ancienne, j'ai envie de dire étonnamment, c'est pas forcément les jeunes qui viennent me solliciter par rapport à ça. Je travaille plutôt avec des grosses entreprises locales qui, en industrie, dans le bâtiment, dans le médico-social, et les dirigeants ont plutôt une 50aine d'années qu'une vingtaine d'années. Ils peuvent être jeunes aussi, Voilà. Je n'ai pas du tout... Il y a une prise de conscience, je pense, de la nécessité de passer à autre chose et qu'il faut évoluer avec ça. Moi, ça fait une 15aine d'années que je fais de la sophrologie en entreprise, et la première entreprise qui m'a sollicitée, c'était une entreprise textile. Voilà, donc... forcément dans les Vosges. Et c'était intéressant. Enfin, pour moi, c'était vraiment une fierté de pouvoir réaliser ça auprès de ce type d'entreprise qui avait plutôt une réputation d'être un peu archaïque ou autre. Et au contraire, j'ai découvert justement une ouverture à l'innovation et à ces projets tendances. Enfin, je trouve que c'est vraiment chouette. Alban, vous voyez acquiescer sur le type de public complètement... Tout à fait. Tous les séminaires que je fais, c'est pareil. C'est plutôt des anciennes... c'est pas des startups. C'est ça, ou et puis un retour aux choses simples, quoi. Entre guillemets, la bonne franquette, c'est-à-dire une randonnée avec une animation type building, mais après... petit repas en ferme auberge, des petites flammes cuches, des choses vraiment simples, pas des trucs comme à une époque on faisait où il y avait vraiment... des fois des épreuves où tout le monde ne pouvait pas rentrer dedans. Donc, et vraiment ce retour, on m'a même demandé là prochainement encore un séminaire où vraiment ça tournait autour de la forêt. Ils voulaient vraiment une approche avec vraiment la notion, la thématique autour de la forêt. Et ça c'est nouveau, c'est pareil. Voilà. Donc vous êtes donc guide accompagnatrice, il faut faire la différence, on en parlait juste avant le début de l'émission. Accompagnatrice de montagne, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de... Donc ça fait 7 ans, c'est ça ? Ça fait 7 ans, oui. C'est-à-dire que j'étais prof de sport et puis le gymnase était trop petit pour moi. Donc j'aimais bien les enfants, mais c'est vrai que j'étais mieux dehors que dedans. Et donc du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle. Alors au début, j'ai un peu jonglé sur les deux. Parce que le temps de créer sa boîte, je suis indépendante, donc il faut se faire son réseau, il faut voilà. Et puis ça fait 2 ans, 3 ans que je suis maintenant 100% accompagnatrice en montagne. Et il y a de quoi faire dans notre département. Ah oui. Et pas que, parce que je suis basée dans les Vosges, je suis basée à Épinal, voilà. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est reconnu partout, donc j'aime bien aussi aller... Alors je me suis spécialisée plutôt dans les écrins, et j'aime bien aussi aller voir d'autres montagnes. C'est une chance, on peut aller aussi à l'étranger, c'est vraiment un chouette métier, parce que j'ai tout public et j'ai plein de terrains de jeu. Finalement, pourquoi tout le monde ne fait pas ça ? En plus, vous êtes finalement dans la nature tout le temps, à l'extérieur. Je pense que ça aussi, ça joue, je pense, sur son quotidien, sur sa santé mentale. Oui, non, mais pour moi, c'était une évidence, quoi. Je vous dis, le gymnase était vraiment trop petit, quoi. Voilà. J'avais besoin d'aller voir ailleurs. Alors, Magali, vous êtes aussi accompagnatrice en montagne, oui. C'est l'une de vos autres casquettes. Je disais psychologue, sophrologue en introduction, mais vous êtes aussi accompagnatrice en montagne. Oui. Vous, pourquoi ? Alors ça fait plus longtemps, ça fait 15 ans que vous êtes accompagnatrice en montagne. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir cette casquette ? Alors moi, je suis vosgienne de souche. J'ai grandi dans un milieu qui était très orienté bois. Mes grands-parents étaient forestiers et scieurs dans les Vosges. Et c'est vrai que l'odeur du bois, la proximité avec la nature, c'est quelque chose que j'ai connu depuis toute petite.
J'avais pas forcément cette idée-là au départ quand on m'a demandé quel métier tu voulais faire, parce que j'aimais aussi les gens et du coup la psychologie m'a attirée en premier lieu. Mais très vite, j'ai eu envie de revenir à ces principes premiers. Ce contact avec la nature est vraiment quelque chose que j'ai cultivé tout au long de ma vie, en faisant beaucoup de randonnées en famille, avec les amis. Je partais faire des bivouacs avec les copains quand j'étais ado, enfin, c'était vraiment sympa. Et puis à 30 ans, j'ai eu cette envie voilà, de me lancer dans ce métier-là en me disant que ça me ferait une ressource supplémentaire par rapport à mon métier de psychologue où j'étais pas mal enfermée à l'époque. Et là, c'était l'occasion aussi de pouvoir prendre le grand air avec un autre job. Et finalement, ça va de pair. On est dans la psychologie aussi, enfin, dans Tout votre à approche fait. en tout cas, finalement, c'est pas si éloigné que ça quand on Eh ben, creuse un c'est pas petit si peu. éloigné de ça. C'est vrai qu'au départ, je les ai fait côte à côte, ces projets-là. Et puis à un moment donné, ça a connecté. C'est les entreprises qui m'ont vraiment permis de pouvoir faire le lien entre ces deux compétences. Et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir cumuler ces deux métiers en fait de manière régulière. Alors vous qui côtoyez la forêt, qui la connaissez bien, est-ce que vous l'avez vu changer? Est-ce que vous l'avez vu évoluer? Forcément, hein, on peut difficilement dire l'inverse aujourd'hui, mais quel constat vous faites sur cette évolution, Alban? Bah, il y a des endroits où ça fait un peu mal au cœur. Parce qu'on voit bien, hein, malheureusement, il y a déjà beaucoup d'endroits où il y a surtout les épicéas, c'est flagrant, qui dépérissent, mais même alors, dans la vallée, les chênes, les frênes, ils commencent à prendre entre guillemets cher et ils sont en train de se déplumer là, sur le sommet. Et non, je ne suis pas très optimiste pour l'avenir, mais après, c'est toujours pareil, la forêt, elle n'a pas vraiment besoin de nous. C'est-à-dire que sinon on disparaît, j'ai toujours coutume de le dire, les arbres ils vont se débrouiller, il y aura d'autres espèces qui vont venir et tout ça. Nous par contre on a besoin d'eux On a besoin. parce qu'ils nous apportent beaucoup de choses, et puis aussi côté économique, parce que la plupart des forêts qui sont ici c'est de la sylviculture, donc il y a eu un investissement et on espère un retour sur investissement. Donc c'est vrai que pour ça c'est dramatique, mais après je l'explique aussi souvent régulièrement, un arbre mort c'est aussi important qu'un arbre vivant. C'est vraiment le siège d'une biodiversité, c'est vraiment donc du bois mort en forêt c'est bien, des arbres morts en forêt c'est bien aussi. Voilà, après ça dépend quelle lunette on met, quoi. Si c'est le côté lunette, j'irais, économique, ou si c'est le côté lunette nature, voilà, c'est pas si alarmant que ça, mais voilà. Oui, bien sûr, C'est un dépend sujet de un quel peu point de vue compliqué, on se entre place, non, guillemets. mais Voilà. on est bien d'accord. Ouais. Magali, vous qui avez grandi dans cette forêt, qui l'avez côtoyée pendant votre jeunesse, Bah, je trouve que c'est difficile de voir des parcelles de terrain, enfin de forêt, pardon, qui disparaissent. Ça change quand même l'écosystème et puis le panorama. Alors dans certains cas, ça peut ouvrir sur certains horizons. Bon, j'ai bon espoir que de nouvelles essences viennent prendre leur place et que ça puisse compenser ce qui est en train de partir là maintenant. Mais par rapport aux activités qu'on fait, je crois qu'on arrive quand même à rester optimiste et puis à trouver toujours des beaux endroits avec des beaux arbres qui survivent et qui font face à tous ces dérèglements et ça reste quand même agréable. Parce on en a besoin, vous parlez de ce besoin que nous, on a besoin de la forêt. On va parler des bains de forêt que vous proposez, hein. Vous êtes d'ailleurs référencées toutes les deux en tant que partenaires de Forêt l'Effet Vosges, hein. C'est une marque du département. Le petit logo sur votre veste, tout à fait. Ces bains de forêt, comment ça se passe? L'une ou l'autre, qui c'est qui démarre? Allez-y. Ben, moi, je peux commencer. Moi, j'aime bien emmener les personnes sur des sorties plutôt calmes et tranquilles. Donc, je cherche des parcours, surtout sur le piémont vosgien, où il y a un peu moins de tourisme, pour faire des sorties de 4-5 km, où là, j'amène les personnes à apprendre à se poser. Les sorties rapides ou trail, c'est pas la direction que j'ai choisie dernièrement. Et je trouve plus de plaisir finalement à permettre aux personnes de pouvoir prendre le temps sans se mettre d'échéance, d'objectifs, ni finalement de parcours précis. Donc souvent, quand on me pose trop de questions, combien de temps ça va durer, où on va, qu'est-ce qu'on va faire, je leur dis, écoutez, vous laissez faire. Et même sur l'information par rapport au massif ou à la flore ou autre, sur ces randonnées-là, je reste plutôt légère.
Je vais pas donner une masse d'informations, mais je vais leur apprendre plutôt à écouter, à entendre et faire des pauses régulièrement. Donc, généralement, je fais 3 pauses par sortie. La première, c'est vraiment centré sur le corps, la détente du corps, apprendre à vivre son corps dans le moment présent et à ressentir les bonnes sensations. Après, on déambule. Et puis, je fais une autre séance où on va travailler la respiration, apprendre à bien s'approprier la respiration abdominale. C'est comme ça qu'on travaille en sophrologie essentiellement. Et puis la troisième phase, c'est vraiment le contact avec l'arbre. Et là, je fais l'analogie entre l'arbre et l'individu. Je les aide à se connecter. Donc chacun choisit son arbre. Alors il peut être grand et fort, ou il peut être petit, parce qu'il y a des gens qui ont envie de donner de la ressource à des petits arbres, en se disant c'est sympa aussi d'aller vers un arbre malade pour lui donner de l'énergie. Ça, je trouve ça assez chouette aussi dans la démarche. Et c'est vraiment de le faire comme on le sent dans le moment présent. Et après, le parallèle entre les racines, le tronc, les ramifications, enfin, on peut vite faire des parallèles et mettre les personnes dans une réflexion sur eux-mêmes, avec les cicatrices de la vie, accepter qu'on continue à grandir et que c'est bien aussi, et que finalement, cette force-là, tout le monde la détient. Et l'idée, c'est vraiment qu'à la fin, les gens repartent ressourcés. C'est ça, ressourcés. Avec la sensation d'avoir bien respiré. Voilà, sensation de bien-être, ces derniers mieux temps, être. avec le télétravail, les enfermements, on a beaucoup manqué d'oxygène. Je crois que ça a été une difficulté pour pas mal de personnes. Et le fait de prendre ce plaisir-là au grand air, ça crée aussi beaucoup d'émotions. Parfois, je crois qu'Alban, tu le fais aussi, mais on les fait marcher pieds nus dans la nature pour vraiment ressentir, être en contact réel avec cet élément-là. Et ça, c'est aussi très très fort sur le plan émotionnel. Alors, marcher pieds nus ou marcher sans lumière aussi, Alban, on en parlait avant l'émission. Expliquez-nous. Donc, moi, je fais les sorties plutôt autour d'Épinal. On a des très belles forêts. C'est pareil, c'est vraiment une immersion, donc je sors des sentiers, il n'y a plus de chemin, et du coup j'invite vraiment les gens à lâcher prise. Donc c'est pareil, je leur dis grosso merdouillot, on marche 2 heures, 2 heures et demie, 4 km, 5 km grand maximum, mais je ne vais pas plus loin dans les détails, parce que justement il faut en lâcher prise, donc je veux pas, donc il faut vraiment que les gens se laissent porter et qu'ils me fassent confiance. Ensuite, donc c'est pareil, c'est un cheminement, et c'est vraiment... la base, c'est simple, c'est-à-dire que tout le monde fait des balades en forêt. Et moi, ce que je fais, c'est la même chose. Sauf que je trouve que le mental est tellement devenu puissant chez nous, dans notre fonctionnement, chez l'être humain, que des fois, avec la meilleure volonté du monde, c'est pas parce on veut se détendre, c'est pas parce qu'on veut se sentir mieux qu'on va y arriver. Parce que le ciboulot qui est là-haut, il est toujours en train de tourner à fond et on n'arrive pas à le poser. Et donc, c'est là que moi j'interviens, c'est-à-dire que j'ai différentes techniques, alors ça peut être marcher pieds nus, ça peut être fermer les yeux, ça peut être une rencontre avec l'arbre, enfin il y a plein de choses, et ça dépend un peu de la réaction des gens, donc je ne vais pas forcément faire la même chose, parce que tout le monde, toujours pareil, ne réagit pas de la même manière, et il y a des fois il y a des résistances, et il y a des fois ça se passe bien, mais n'empêche que voilà, ça reste toujours une démarche sensorielle, en travaillant sur les sens, et petit à petit je vais les amener, mais je vous dis, des fois, oui, j'ai de la résistance. Il y a des fois, ça se passe bien. En général, franchement, j'ai toujours des bons résultats. Je l'ai même fait des fois avec... j'ai souvenir, les premières fois que j'ai fait ça, c'était avec des pompiers. Et on s'imagine, les pompiers, c'est quoi cette énergie ? Enfin bon, bref. Et puis en fin de compte, eux étaient les premiers surpris parce que j'ai réussi à entrevoir une porte et je pense qu'ils ont vraiment perçu des choses. Mais après, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on disait en tout début, c'est-à-dire partir vers le mieux-être. C'est-à-dire que là, il y a un effet waouh. On sent tout de suite, c'est ça qui est génial, c'est qu'au bout de la balade qu'on propose, au bout de 2-3 heures, déjà, on pose les valises, on arrive à se détendre. C'est l'effet marche aussi, parce que c'est notre cœur de métier, donc la marche, voilà, on est fait pour marcher, on est fait pour sauter, nager, courir, voilà. Donc la marche, le sport en général nous fait du bien, donc là c'est vraiment quelque chose de doux, mais c'est une marche posée. Mais après, voilà, c'est vraiment cette impression, ce sentiment qu'on peut ressentir vraiment, mais il faut... la petite piqûre de rappel, et alors peut-être que je me tire une balle dans le pied, mais j'incite vraiment les gens, je leur dis voilà, je vous ai montré ce qui était possible de faire. À vous après d'explorer, à vous éventuellement d'enfoncer un peu plus la porte, d'approfondir, donc après vous pouvez revenir me voir plus tard, mais
Après, c'est à vous aussi, rebelote, de le faire. J'ai toujours coutume de dire, c'est comme le brossage de dents, c'est pas que le dimanche soir. Et bah là, c'est pareil. Et c'est bien si on peut après se balader régulièrement en forêt. Donc, je pense que 2 fois par semaine, par exemple, c'est bien. Et sans moi. Alors, même si les gens, ils ont peur de se perdre, c'est pas grave, ils restent sur les chemins. Moi, c'est clair que je vais vraiment les emmener au fin fond de la forêt pour vraiment être complètement immergé et vraiment faire ce bain de forêt. Mais tout seul, oui, il y a moyen aussi. Et on risque rien dans la forêt. La forêt nous veut que du bien. Et pareil, la bête des Vosges, c'est fini. Et le loup, le lynx, tout ça, on est tranquille. Donc, no stress. Magali, on a parlé tout à l'heure des entreprises. Et je vois qu'il nous reste déjà plus que 5 minutes d'émission. Vous accompagnez des groupes. Vous avez accompagné notamment un groupe de femmes sur l'ascension du Kilimandjaro. Oui. C'est quelque chose que... Pourquoi vous l'avez fait? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent? Est-ce que c'est arrivé un petit peu par hasard? Une rencontre? Comment ça s'est passé, cette préparation? Alors moi j'aime bien voyager et il y a 3 ans, juste avant le confinement, j'ai eu l'occasion d'expérimenter cette expérience-là avec un groupe de 5 femmes. Donc c'était des personnes qui venaient me voir au cabinet en fait, que j'ai contactées en disant j'ai envie de préparer l'ascension du Kilimandjaro. Elles étaient relativement sportives et je leur ai demandé si elles accepteraient de m'accompagner. Donc elles se sont défiées, en fait elles ont accepté de venir avec moi et on a fait une prépa sur à peu près 2 mois. Et puis on a fait l'ascension, on est allé jusqu'au sommet. Et c'est vrai que pour moi c'était un banc d'essai et je me suis dit que si ça marchait bien, je le proposerais à d'autres fins. Donc l'année dernière, je suis repartie sur ce projet-là avec un groupe de 10 personnes. On s'est préparé pendant 2 mois et l'idée c'était de monter ensemble en fait au sommet. Donc là il y avait des clientes du cabinet, des chefs d'entreprise en fait avec qui je travaille. Généralement c'est ce que je fais, je propose à des gens avec qui je travaille, que ce soit en cabinet ou avec des clients pros. Et quand je monte un groupe, j'essaye de trouver des personnes qui pourraient être bien ensemble. Donc des gens qui aiment être en équipe et puis partager, qui ont l'humanité, qui ont des peurs aussi, mais qui se sentent rassurés finalement dans le groupe. Et on va chercher le dépassement de soi quelque part. On va chercher le dépassement de soi, mais le dépassement de soi, il n'était pas du même niveau pour chacune d'entre elles. Pour certaines, le dépassement de soi, c'était s'autoriser à quitter la famille pendant 10 jours, par exemple. Pour d'autres, c'était un défi sportif. D'autres encore, c'était... je sais pas moi, d'aller dormir dans une tente ou voilà, de faire quelque chose. Chacun avait son propre défi, son curseur au niveau. C'est ça qui est intéressant, c'est que je demande aux personnes d'avoir une intention particulière, de le faire dans un objectif particulier. Et le fait que ce soit aussi des objectifs différents, ça renforce le lien entre les personnes. Et donc il y a une entraide qui se met en place au moment de la préparation, puisque moi je ne peux faire que les prépas en fait en tant qu'accompagnatrice en montagne. Ouais. Et une fois qu'on est sur place, ce sont les guides locaux qui prennent le relais. Donc j'accompagne le groupe, mais au même titre qu'elle, en étant cliente finalement des guides locaux. Et je suis là pour garantir comment je dirais, la bonne entente et faire en sorte que les personnes se sentent en sécurité. Vous êtes finalement la personne de confiance, la personne référente aussi du groupe. Finalement, vous les emmenez là-bas, mais elles vous suivent, elles vous font entièrement confiance. Donc, il y a d'autres projets de ce type qui sont en cours là Bah oui, j'en ai 4 l'année prochaine. Donc toujours sur l'ascension du Kilimandjaro? Je refais le Kilimandjaro avec un groupe de 12 personnes. J'y amène ma maman aussi, donc ça va être assez sympa de partager ça avec elle. Et puis des personnes qui ont d'autres profils. Donc il y a pas mal de chefs d'entreprise en fait sur ce projet-là. Et je pars au Maroc faire la vallée des Roses avec un groupe de femmes où là je ferai de la sophrologie. Donc il y a un guide local qui va nous accompagner et moi je ferai des séances de sophro. Je pars en Mongolie faire aussi un voyage spirituel où j'amène 14 personnes et puis je fais l'ascension du mont Toubkal avec toutes les personnes qui ont fait le Kilimandjaro sur les 2 groupes, voire le 3e. Voilà. D'accord, des beaux projets en perspective. Oui, plutôt sympa, oui. Alban, l'activité va reprendre de plus belle peut-être avec l'hiver qui arrive, la potentielle neige. Est-ce qu'on sent vraiment que ça va repartir vraiment avec cette période? L'hiver, de toute façon, ça marche toujours très très fort. La raquette dans les Vosges, c'est quelque chose qui s'y prête vraiment bien, donc... On a beaucoup de succès et j'ai eu toujours beaucoup de demandes. Donc, je commence déjà à remplir pas mal mon Noël, là, mes vacances de Noël. Et puis après, voilà, on verra. Mais je ne suis pas inquiète. Et donc, pour retrouver toutes vos informations, pour vous suivre, site internet, les réseaux sociaux, c'est bien ça, Alban? Oui. Pour ma part, c'est Sortie de route.
Sortie de route, tout à Voilà, fait. tout au pluriel, parce que j'aime bien poser la voiture et puis donc sortir des sentiers battus. Et pareil, sur Instagram, c'est Alban, sortie de route. Et Facebook aussi. Voilà. Comme ça, on retrouvera toutes les informations sur Tout vos à fait. sorties. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.